Que je vous propose, le temps que tout le monde, arrive, c'est, qu'on fasse un petit temps de centrage qui nous permet, de couper avec, le reste de notre journée et d'être, pleinement ensemble, pour cette session. Donc, je vais vous inviter à vous asseoir, confortablement et à fermer les yeux. Vous pouvez porter votre attention sur la respiration, à la fois l'inspiration et puis l'expiration. Vous pouvez porter votre attention au niveau du ventre, avec le ventre qui gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expire. Puis on peut porter notre attention à l'intérieur du corps, à la recherche d'une sensation agréable ou désagréable, peu importe. Ça peut être une sensation de légèreté, de chaleur, d'espace, de douceur. Ça peut être aussi une douleur, une tension, une courbature, peu importe. Et lorsqu'on l'a trouvé, on va lui porter toute notre attention. Il n'y a pas besoin de l'intellectualiser ou de la visualiser, simplement se laisser immerger dans le ressenti. Il n'y a rien à faire, simplement observer la sensation. Et on peut étendre notre champ d'attention à l'ensemble des ressentis du corps, de la tête aux pieds, en incluant les sensations agréables et les sensations désagréables. Là encore, il n'y a rien à faire, simplement observer les sensations. Et on peut étendre encore davantage notre champ d'attention pour inclure l'ensemble des participants ce soir, comme si on était tous présents dans la même pièce. On peut visualiser un grand cercle dans lequel on est tous assis. On peut élargir encore davantage notre champ d'attention pour inclure ce webinaire au milieu du cercle qui va nous inspirer pour partager ce soir ensemble le meilleur de nous-mêmes. On peut revenir à notre respiration, à la fois l'inspiration puis l'expiration.
Et puis à notre rythme, on peut ouvrir les yeux. Donc la session de ce soir, on a choisi comme thème l'impact du yoga sur notre vie professionnelle. On s'est dit que ça pouvait être un sujet intéressant parce que forcément, le yoga a un impact énorme sur la vie en général, la vie notamment avec un grand V, l'expérience de vie, mais aussi sur des choses du quotidien en lien avec la survie, mais pas que. Et donc, la vie professionnelle est pas mal impactée. Donc, on s'est dit que ça serait intéressant de vous partager un petit peu notre expérience et puis dans un deuxième temps, que vous puissiez poser des questions ou partager aussi votre expérience si vous en avez l'envie. Donc, pour ceux qui n'étaient pas encore là, quand je l'ai partagé, donc Shrimanta a des problèmes de réseau internet. Il est en vadrouille à travers le monde et apparemment, ça sera peut-être pas aussi simple pour lui de nous rejoindre, mais il nous enverra peut-être un message vocal ou peut-être qu'il nous rejoindra plus tard. Quoi qu'il arrive, on enregistre cette session et on n'hésitera pas à partager un enregistrement de Shrimanta, que vous puissiez l'entendre. On partagera par mail. J'ai bien envie du coup peut-être de commencer, Joe, si ça te va, à moins que tu veuilles ajouter quelque chose pour cette intro par Non, je rapport te au laisse, je thème. suis encore dans la méditation là. Ça m'a fait du bien, hein. J'ai une journée bien mouvementée avec les enfants et challengeant en tant que papa tout seul, là, donc je te laisse y aller, frérot. Ça, ça marche, donc vous voyez que la vie, l'impact sur la vie pro, ça va aussi être sur la vie perso. Je pense que ça sera difficile de distinguer un peu les deux, mais Ouais, ouais, j'ai un petit partagé les deux, moi. Ok. Euh, alors moi, j'avais bien envie de commencer par le commencement, c'est-à-dire quand j'ai appris la pratique de Surya Kriya en 2016. C'était à un moment de ma vie où j'étais encore en thèse de recherche en neurosciences et ça faisait déjà plus de 2 ans que je disais à ma famille ouais, je ferai pas comme vous, je ferai pas de la recherche, je veux pas être scientifique pour la vie, ça me parle pas. Et voilà. Intellectuellement, j'étais convaincu que voilà, fallait que j'arrête les neurosciences, fallait que j'arrête la recherche. Je m'y sentais pas bien en fait, même si je trouvais ça passionnant. Le contenu de ce que je faisais au quotidien, ça me correspondait pas. J'avais l'intuition qu'il fallait que je fasse quelque chose plus proche de la société, plus proche d'accompagnants, plus proche de partager les sciences, mais pour les vulgariser et pas pour aller encore plus loin dans la recherche scientifique avec des articles scientifiques. Et donc, il y a un moment donné où je me suis dit, ça serait bien que je puisse sortir que ce soit pas juste des mots que je dis à ma famille, mais que vraiment je quitte le laboratoire de recherche et que vraiment que je me lance en fait à faire autre chose. Et c'était assez compliqué parce que voilà, dans une famille de génération en génération de scientifiques, il n'y avait pas trop d'entrepreneurs. C'était un peu compliqué, en tout cas pour moi, d'appréhender qu'est-ce que ça allait donner en fait si je quitte ce monde de la recherche qui était quand même un monde assez agréable parce que il y a quand même, voilà, le côté fonctionnaire, le côté simple, on va dire, sur le plan de la survie. Et en même temps, ça me correspondait pas. Et donc, je voyais bien qu'il y avait une dissonance entre mon intellect qui me disait, de toute façon, moi, j'y suis déjà plus, j'ai plus envie de faire de recherche, et mon corps qui, tous les jours, allait au laboratoire de recherche, et il y avait vraiment une dissonance entre mon corps et mon mental. Et en fait, c'est la pratique Surya Kriya qui m'a aidé à faire le lien entre mon corps et mon mental. Et après à peine 6 mois de pratique, j'ai demandé une année de césure. Je me sentais beaucoup plus confortable. Je ne savais même pas vraiment pourquoi c'était plus simple pour moi de la demander. Et ensuite, petit à petit, j'ai quitté, après cette année de césure, le laboratoire. Ça faisait 1 an et demi que je pratiquais du coup le yoga de Isha, avec Surya Kriya principalement au quotidien. J'ai quitté le laboratoire et là, je me suis rendu compte que une des grandes forces, en plus d'avoir lié mon mental et mon corps, la pratique m'a permis d'avoir une stabilité psychologique qui me permettait de faire face à l'incertitude
qu'était pour moi la vie d'entrepreneur. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, la vie d'entrepreneur, c'est déjà super, c'est enfin safe, sécure, et que c'est pas si, aventurier que ça. Mais c'est vrai que pour moi, pour ma famille, c'était quand même un sacré saut dans le vide, en fait, pour moi, dans ma perception. Et donc voilà, ça m'a donné, le yoga, vraiment cette confiance que, OK, en fait, j'ai une stabilité et cette stabilité, elle vient notamment, bah, par le fait que tous les jours, je me lève à peu près vers les mêmes heures pour pratiquer la même chose. Donc quelque part, il y a un truc un peu rassurant de se dire: «Voilà, il y a une action dans ma journée qui va être stable, qui va être en conscience». Peu importe les tumultes et les aléas d'une vie d'entrepreneur qui pouvait être plus ou moins active, plus ou moins passive, plus ou moins challengeante, plus ou moins innovante, plus ou moins stagnante. Et donc il y avait, voilà, ce côté très physique de mon corps. Il sait que le matin, j'ai une action concrète qui est tout le temps la même. Donc il y a un côté stabilisant dans le corps, mais pas que, en fait. Il y avait vraiment un aspect très stabilisant dans le mental. Hem et ça, pour le coup, c'était pas si simple à expliquer pour moi. Pourquoi c'était stabilisant dans le mental? Donc voilà, bon, Sadhguru et la fondation Isha parle beaucoup de ces aspects-là, notamment pour Surya Kriya. Ils disent que ça permet de gagner en clarté mentale. Mais c'est vrai que j'ai vraiment expérimenté une stabilité dans le mental qui me permettait, bah, que mes peurs par rapport à l'entrepreneuriat ou les défis auxquels je devais faire face, bah, n'étaient pas, assez puissants pour me submerger. J'avais une capacité d'observer ce qui se passait, en fait, et de le dépasser potentiellement. Donc ça m'a, je pense, c'est vraiment un truc très, très important comme impact du yoga sur ma vie professionnelle. Ça a été cette stabilité psychologique et physique qui m'a permis de me lancer. Et je pense qu'un autre aspect, en tout cas, que j'avais bien envie de partager là comme ça tout de suite aussi, c'est ça a connecté le sens, ma vie spirituelle et le reste de ma vie, et donc notamment ma vie, on va dire ma survie. Pendant très longtemps, j'ai l'impression ma vie spirituelle se cantonnait vraiment à moi et moi-même, dans ma chambre, à lire des livres. C'était quelque chose que j'avais du mal à partager avec ma famille parce que je me sentais un peu comme un vilain petit canard. Je me posais peut-être plus de questions encore que eux se posaient déjà, ou en tout cas des questions un peu existentielles auxquelles les scientifiques n'avaient pas forcément de réponse. Et je voyais qu'il y avait des réponses à droite à gauche qui venaient depuis d'autres espaces, la religion, la spiritualité. Et j'étais très curieux de ça. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont permis de creuser un peu ces sujets. Et en même temps, ça restait très cantonné à moi et moi-même. C'est quelque chose qui n'avait pas vraiment, qui était enfoui et qui n'avait pas vraiment d'expression à la fois dans ma famille, mais qui n'avait pas non plus d'expression dans ma vie professionnelle, qui était du coup très déconnectée de ça. Et en fait, en pratiquant le yoga, je me suis rendu compte que les neurosciences que je faisais, bah, c'est passer de l'étude d'objets technologiques pour étudier le cerveau, donc des technologies d'ultrasons pour observer l'activité cérébrale notamment, donc des trucs très innovants mais très physiques et technologiques. Petit à petit, en pratiquant, ça m'a amené à changer un petit peu de domaine et aller vers les neurosciences qui étudient la méditation. Et donc j'ai participé à l'étude qui valait plusieurs millions, à une étude européenne, à la Carpen. Ouais, je me suis permis d'éteindre le micro pour, ouais, pour qu'il n'y ait pas trop de bruit parasite. Et donc cette étude sur la méditation était une étude, ouais, une des études, bah, je crois même l'étude européenne la plus ambitieuse de l'époque, sur les effets de la méditation, pour voir si ça permettait de réduire le déclin cognitif chez les seniors. Et donc c'était plus de 150 participants, une étude sur 18 mois d'intervention où les personnes apprenaient la méditation. Et il y avait tout un protocole très, très rigoureux de science pour valider ou non les effets de la méditation. Et donc voilà, déjà, même dans la recherche, en fait, finalement, la pratique du yoga m'avait porté à faire quelque chose qui avait plus de sens pour moi. C'était pas juste des sciences pour des sciences ou de la technologie pour de la technologie. Je commençais vraiment à justement étudier un peu la spiritualité avec les outils de l'Occident, que sont l'imagerie cérébrale notamment. Et pour finir, après, j'ai quitté le laboratoire complètement et j'ai développé des outils de neurosciences, mais aussi de psychologie et de coaching pour pouvoir accompagner, cette fois en dehors du laboratoire, des personnes. Et donc, au Centre Nectar, c'est ce qu'on utilise aussi. On utilise des techniques de coaching en plus du yoga et de l'Ayurveda. Et donc, j'ai apporté cette brique-là. Je me suis formé aussi à pas mal d'outils. Mais tout ça en étant beaucoup plus guidé par le sens. Et j'ai l'impression que le yoga m'a permis
de connecter le sens avec ma vie professionnelle de plus en plus fort. Et ça s'est fait de façon très graduelle, ce qui était très intéressant pour moi, parce que ça me permettait de gérer ma situation familiale, ma situation conjugale, ma situation aussi vis-à-vis de moi-même, de pouvoir pas forcément faire une énorme rupture qui était très compliquée à expliquer ou même à assumer, mais de pouvoir faire les choses pas à pas et pouvoir ouais, rester épanoui en fait dans ce processus de perte de repères et de changement de paradigme. Voilà pour mon premier partage. Joe, si tu veux partager quelque chose par rapport à l'impact du yoga sur ta vie professionnelle. Oui, carrément. Merci de ton partage, j'en ai découvert, même si j'en savais un bout, mais j'en ai découvert un peu plus, c'est chouette, c'est vrai. On découvre au fur et à mesure sur certaines choses, on n'a pas le temps de se parler, donc c'est cool. C'est ça. Et il n'y a rien d'inventé en plus. Pas besoin. Ouais, moi j'ai eu plusieurs parcours, donc je vais partager par le tout début, par commencer. Je pense qu'on a, en plus, c'est des enjeux qu'on a tous. Euh, le challenge avec le sommeil, je pense, les heures de sommeil et une vie super chargée. Moi, quand j'ai découvert le yoga, j'avais 2 restaurants à cette époque-là et je commençais à 6 heures du matin et je finissais à 10 heures du soir à peu près. Et puis c'était ça 6 jours sur 7, parfois 7. Plus le cerveau ne s'arrêtait pas le soir parce que quand t'es patron, le cerveau ne s'arrête jamais. Et j'avais 2 petites filles, et j'ai toujours 2 petites filles, et une femme. Et c'était, waouh, quand j'ai découvert le yoga et qu'il a commencé à avoir des techniques de méditation qui ont commencé à me reposer le cerveau en pleine journée, et pas seulement quand tu dormais, bah, j'ai voulu aller en voir plus et avoir des exercices corporels et ouais, apprendre, aller en profondeur dans le yoga. C'était compliqué avec le temps qui m'était donné, mais je faisais avec ce que je pouvais. Et, euh, et je me disais comment je vais caler ça, en fait, comment je vais caler 1 heure ou même 30 minutes ou même 10 minutes quand je fais des journées de 5h30 à 10 heures du soir, en fait, et que je suis cramé. Et en même temps, j'avais les mots de Sadhguru et l'impact de Sadhguru qu'il y avait déjà à travers l'écran en train de me dire, ouais, mais en fait, tu peux, tu pourras, mais tu sauras que en essayant. Et comme moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, donc ça m'allait très bien de me dire, c'est seulement en essayant que, ouais, que je vais vraiment voir le goût. En fait, je prends rien comme une Bible ou une religion. Chaque chose, chaque technique, chaque technologie, bah, je l'essaye, mais je l'essaye pas un jour, je l'essaye pas 2 jours, parce que ça, j'y crois pas. Et il faut toujours se donner au moins ouais, une bonne longueur, un maximum d'un mois. Et puis sur un mois, tu te fais un petit bilan, mais un bilan avec toi-même, voir où t'en es, et puis si ça vaut le coup d'aller plus loin. Et ouais, du coup, je me suis forcé en me mettant des petites alarmes tous les jours à 4 heures du matin, en pratiquant du Upa Yoga, Yoga Namaskar, des techniques de méditation qui n'étaient pas que de Sadhguru à l'époque, il y avait Mingyur Rinpoche à cette époque-là. Et ouais, progressivement, en fait, ça m'a donné goût à autre chose déjà, être levé avant le lever du soleil, ne pas être réveillé en courant pour aller à la douche, ne pas être réveillé déjà en stressant, il faut que tu ailles à la douche, il faut que tu t'habilles, il faut que tu prennes un petit jeu et que tu ailles au travail. Ouais, de se prendre une vraie 1 heure et demie à wow, prendre le temps de se réveiller, prendre le temps de pratiquer et voir ce que la pratique allait t'apporter. Au début, c'est pas tout de suite évident. Au début, tu te dis juste, bon, je suis plus fatigué qu'autre chose. Mais t'y vas et au début, bah, ouais, tu as des effets qui sont palpables quand tu es là dans ta salle et que tu es en train de pratiquer et que t'as pas forcément envie du coup d'aller au boulot. C'était les premiers effets qui me venaient. J'avais encore moins envie d'y aller. J'avais envie de plus rester dans prendre soin de moi. Et, euh, et au fur et à mesure, ouais, j'ai commencé à prendre beaucoup plus conscience ouais, de l'impact que ça avait dans mes positions, dans les moments dans la journée où je gérais beaucoup de choses et que je prenais pas le temps de respirer, que je prenais pas le temps ouais, de prendre 5 minutes pour moi, ouais, de se dire qu'il y a l'urgence, c'est toi qui la crée en fait. Et il y a des choses que tu dois gérer, il y a des choses que tu as un timing à donner, mais dans l'énergie que tu le fais et que tu te mets a une énorme importance. Et quand tu prends conscience de tout ça, en fait, de ta posture, de la manière dont tu parles aux gens, dans la manière où tu emmènes ça aux gens, bah, les gens vont être déjà beaucoup plus réactifs à ta façon, à ton calme, à ce que tu... Mes enfants me font vraiment miroir, en fait, depuis tout petit. Les enfants ne t'écoutent pas, ils t'observent. Ils t'observent, ils regardent comment tu es, comment tu réagis. Et en fonction de comment tu es avec eux, bah, il y a un impact qui est complètement différent. Et je me suis rendu ça
tout de suite compte, en fait, pour waouh, je vais être encore un meilleur patron. J'étais déjà un patron intentionné, mais il sentait mon feu, ma vitesse, mon exécution, et du coup, il pouvait rater des trucs. Ça fait ci, il va faire ci, il va faire ça, il faut que tu ailles ici, il faut que tu ailles là. Et à un moment, ok, on fait autrement. Un petit sourire, comment tu vas? Ouais, ok, moi là, cette table-là, elle a besoin de ceci, il y a ça, ils sont en retard, là, il y a de ça. Et en fait, bah, tout se faisait de la même façon, de la même efficacité, mais il y avait le sourire et il y avait toujours le même, un impact qui était vachement différent parce que je prenais conscience ouais, de ce que je pouvais véhiculer aux autres et de ce que je me véhiculais à moi. Donc ça a été des effets qui ont été assez efficaces, en fait, de toujours s'observer dans l'état dans lequel je suis, dont les techniques justement de méditation de Sadhguru. Donc ça a été les premiers effets, puis au fur et à mesure, ça a impacté encore plus. J'étais déjà dans l'Ayurveda, donc ça a impacté encore plus ma façon de prendre soin de comment je mangeais et la conscience que j'y mettais dans ma nourriture. Euh, ouais, on a tendance à manger debout, ou de dire on n'a qu'un quart d'heure, alors on le fait vite pour pouvoir se reposer, et du coup, bah, on n'est pas bien nourri, encore une fois. Et du coup, j'ai plus pris l'habitude, bah, si j'ai pas le temps, en fait, de mettre de la conscience dans ce que je mange, et ben, je mange pas. Je mange pas, ça sert à rien, en fait, d'ingurgiter quelque chose qui va à l'intérieur de toi, qui va te prendre de l'énergie, qui va t'en enlever, qui va te fatiguer, tu sais même pas ce que tu mets dans ton système, et tu crois que tu te nourris à un endroit, mais en fait, tu passes seulement des choses à l'intérieur de ton système qui ressortent. Et ça m'a pris ouais, beaucoup, en fait, de temps en temps. Je prenais bah, juste un bol de fruits, je regardais le bol de fruits, je m'y posais. Du coup, j'avais pas cuisiné, j'avais pas pris le temps. Ça me mettait 5 minutes et j'étais 5 minutes en conscience avec mon bol de fruits. Et je sentais que c'est ouais, ce qui me faisait du bien là, sur le moment. Et du coup, pour pouvoir me créer d'autres espaces le lendemain, me dire, mais en fait, pourquoi j'ai même pas le temps de manger? Si je ne mange pas, je ne suis pas en vie et je n'ai même pas le temps de manger. Et du coup, de réorganiser encore mon emploi du temps. Enfin, non, en fait, les 20 minutes que je m'étais donné pour manger, bah, c'est pas 20 minutes que j'ai besoin, c'est 1 heure. Et du coup, bah, de ces 20 minutes que je mangeais au restaurant en donnant des ordres, à droite, à gauche, bah, je prenais 1 heure et en plus, je vivais en face d'une rivière, donc c'est vraiment un crime. Mais c'est là où j'en étais, c'est là où j'en étais. Et du coup, bah, je prenais cette heure et j'allais à la rivière et je me posais et je prenais mon repas et je revenais avec ouais, une toute autre vitalité. Donc, du coup, ouais, ça serait se mentir de dire qu'à chaque fois tout le monde ne vit pas en face d'une rivière, mais de se dire qu'on n'a jamais le temps, en fait. Et de parfois, même au bureau, on est entre cinq murs, juste, on se pose, on prend 5 minutes, on respire, on se scanne. Il y a toujours une opportunité à un endroit, en fait, pour pouvoir se recharger. Qui n'est pas forcément la meilleure, t'es pas sous un arbre, t'es pas en plein milieu d'une rivière, mais de trouver autour de toi quelque chose qui va te recharger, plutôt que faire une pause à midi et je sais pas, être avec son téléphone ou en plein de petites choses comme ça, et de trouver qu'est-ce qui te convient à ce moment-là pour te recharger. Donc moi, c'est tout ça en fait qui a été des effets assez immédiats sur mon travail, sur ouais, comment je réorganise pour aller mieux, pour me recharger, et du coup, bah, après tu deviens un meilleur patron, et du coup moi ça m'a soulagé dans mon cas de pouvoir être rechargé. Ça a été les effets, on va dire, courts. Et après, on va dire sur les effets un peu plus longs, bah ça a complètement je sais pas si j'ai envie de le dire à tout le monde, en tout cas, ça a changé tout mon mode de vie où, ouais, bah, j'ai pas tout plaqué du jour au lendemain parce que ça, quand même, il s'est passé 6, 7 mois après la découverte du yoga. Mais ouais, j'ai fait des grands changements. J'ai anticipé comment j'allais tout donner, le restaurant, me décharger de tout ça et me dire qu'en fait, ce n'est plus ce qui me convient. Ce n'est plus le rythme de vie dans lequel j'ai envie de vivre, ni pour moi, ni pour mes enfants, ni pour... Ouais, c'était plus possible en fait. Et de dire bah, comment je vais réussir à faire ça autrement. Je n'avais pas encore une idée. Donc ça, j'ai quand même fait un saut. Marc, tu vas parler d'un saut dans l'inconnu. J'ai fait un gros saut dans l'inconnu. J'ai laissé les restaurants, j'ai fait plein de papiers, j'ai tout mis et je suis rentré en France. Je suis venu en Australie. J'ai senti le besoin de retourner d'où je venais et d'avoir une vie peut-être plus simple et un peu d'aide aussi avec mes enfants. Et j'ai sauté vraiment dans l'inconnu. Et dans l'idée que je ne ferais plus jamais rien que soit du yoga ou de la Ayurveda. Et d'être sûr de ce que je veux pour moi et pour les autres. Donc ça a été quand même ouais, un énorme saut sans une énorme sécurité financière et plein de choses, mais j'avais la capacité physique et mentale de me dire que de toute façon, je vais réussir à créer ce que je veux, en fait, et que c'est pas les autres qui vont me le donner, c'est moi qui vais ouais, pouvoir créer ce que je peux. Et, euh, et derrière, bah, ça a plus que des évolutions, il n'y a toujours pas eu qu'est-ce que je vais concrétiser dans le travail.
mais de continuer à travailler sur moi avec le yoga pour aller mieux physiquement, pour aller mieux mentalement, pour justement qu'il y ait moins de brouillard à l'intérieur de moi et de vraiment être sûr en fait qu'est-ce que je veux faire et en fait s'il y a du brouillard, s'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, déconstruire tout ce qu'on ne veut plus, c'est déconstruire tout ce que je voulais plus, tout ce que je voulais plus faire pour avoir enfin de la clarté. Ok, qu'est-ce qui m'anime? J'ai envie de transmettre ce que je sais au niveau de la nourriture, je sais comment manger, je sais la conscience qu'il faut avoir, je sais plein de choses comme ça. Ça doit, on nous l'a pas appris et il y a personne qui nous l'a appris. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse le montrer. Et à partir de là, j'ai eu un axe de, eh ben, écoute, il y a quelque chose qui va se créer, continue à pratiquer, continue à avancer. Je sais que ça fait peur, je vidais mes économies, et ainsi de suite, mais peu importe. J'avais de la clarté, de l'énergie physique et du temps. Je commençais à réduire toutes mes heures de sommeil qui commençaient à se réduire et tout ça. Et jusqu'à ce que je rencontre un jour Marc, et qui du coup, on a commencé à fonder le centre ensemble, ça, tu l'as entendu dans le live précédent. Et qui du coup, bah, ça a fait sens dans mon activité parce que du coup, j'ai trouvé ce qui m'anime dans mon activité d'auto-entrepreneur, qui convient à mon rythme de vie et que je peux faire avec des enfants, dans mon rythme et tout en pratiquant le matin à l'heure qui m'est due, quoi. Donc voilà un peu un résumé short, j'essaie de faire le plus court. Trop cool. Merci. J'avais bien envie donc, de faire un deuxième petit tour avant d'ouvrir aux questions, au partage. Je me disais ce qui pourrait être intéressant, ce serait de partager une chose qui nous a surpris par rapport au yoga, sur l'impact sur notre vie pro, et peut-être une chose positive et une chose négative, ou une chose agréable et une chose désagréable, comme ça, on peut faire des trucs sympas. Donc, en tout cas, moi, ce qui me venait dans la chose qui m'a surpris de façon agréable, c'est la dimension de détermination. Je vois que le fait de pratiquer tous les jours, quelque part, quelles que soient les conditions extérieures, sachant qu'aujourd'hui, moi, je m'estime comme un peu semi-nomade, c'est-à-dire que je suis pas du tout à l'année au même lieu, dans le même lieu. Je voyage beaucoup, à peu près, à raison de, on va dire, une fois toutes les 2-3 semaines au plus, je change de lieu en moyenne. Et donc, ça fait quand même pas mal du coup d'ambiances différentes, de lieux différents, des espaces où il n'y a pas forcément la possibilité de façon très simple d'avoir un espace pour moi pour faire du yoga. Et donc, ça demande une certaine gymnastique intellectuelle, corporelle, de s'adapter aussi, une flexibilité pour pouvoir maintenir la pratique, quelles que soient les situations extérieures. Et, euh, et je vois que cette détermination, il y a un côté un peu hors de ce monde. C'est une forme de, on pourrait dire, des fois, je sais qu'il y avait une prof de yoga de Isha qui une fois m'avait vu pratiquer, m'avait enseigné une pratique et m'avait dit Marc, tu as une très belle dévotion. Et je n'avais pas du tout compris et voir ça m'avait pas plu en fait qu'elle dise ça. Je m'étais dit mais de quoi elle parle? Je vois même pas ce que ça veut dire, dévotion et tout ça. Et en fait, avec les années, j'ai compris effectivement que c'est vrai que le rapport que j'ai avec la pratique, c'est vraiment oui, une forme de dévotion. Déjà, la pratique en soi, souvent le hatha yoga, il y a effectivement des postures où on va avoir des attitudes de prosternation, en fait. Donc, il y a une forme de dévotion, que ce soit au soleil ou à d'autres types d'énergie. Mais, euh, mais il y avait une dimension effectivement de dévotion dans le sens où je mets la pratique avant le reste dans ma vie. Pour moi, c'est d'abord la pratique et après on verra. Après, on verra ce qui va se passer. D'abord, je m'établis dans la pratique et après, on verra. Et pour moi, ça a super bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, ça a amené une détermination un peu hors de ce monde parce que je trouve que peut-être que c'était plus le cas avant, mais je trouve que dans le monde moderne, on est poussé justement on va dire, à tout ce qui est le changement un peu compulsif, la consommation compulsive, l'infidélité, voilà, et toutes les dimensions qui sont autour de la loyauté, de la dévotion, de l'engagement long terme. C'est vraiment quelque chose qui va très vite être associé à de la rigidité et auxquels les gens vont pas forcément avoir accès pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Mais du coup, ça a été une surprise positive pour moi de découvrir cette détermination. Et aujourd'hui, en fait, peu importe ce que j'ai à faire, si à un moment donné, je mets cette détermination qui a plus de 6 ans et demi aujourd'hui de pratique quotidienne, voilà, de cette détermination pour pratiquer le yoga. Si je la mets, cette détermination au service de mon projet, par exemple, Centre Nectar ou même dans ma vie personnelle, en fait, ça crée une énergie et une focalisation d'énergie vraiment très intense
et qui me permet vraiment d'accomplir des choses auxquelles je n'aurais pas imaginé que c'était possible. Donc, ça, c'est vrai que c'est une belle surprise. Maintenant, peut-être dans les surprises moins agréables du yoga, je dirais, il y a un aspect, j'ai l'impression d'enlever les couches petit à petit de qui je suis, et donc de prendre conscience de qui je ne suis pas. Donc, il y a un côté très agréable parce que du coup, il y a plus de joie, plus de béatitude, donc de vibration, de résonance avec la vie qui m'entoure, de connexion, d'interconnexion. Et en même temps, ça vient avec des aspects assez l'impression d'être très bête en fait. Enfin, il y a une espèce de sentiment assez régulièrement de me dire mais merde, mais comment j'ai pu croire que ça c'était moi, comment j'ai pu croire que ça c'était certain, et donc voilà une tendance parfois à la remise en question de plein de choses parce que justement je vois ce phénomène qui se crée de petit à petit mes certitudes qui tombent les unes après les autres quelque part. Et tout ça vient avec cette sensation d'être pionnier dans un monde, on va dire, très occidental, ancré dans la certitude et la conquête quand même, en tout cas dans la culture, d'être un peu pionnier à arriver et à pas trop savoir ce que je fous là, et à remettre en question beaucoup de choses, que ce soit des règles de vie, que ce soit des façons de travailler. Euh, Par exemple, aujourd'hui, dans ma façon de travailler, je fonctionne énormément à l'intuition en fait. Je ne fais que ce que je ressens sur le moment comme étant juste de faire, et le plus possible, je garde de la flexibilité. Donc, c'est pas pour autant que je fais les choses à l'arrache. Il y a quand même j'ai quand même un planning, et j'établis des rendez-vous. Il est long comme ça, ton planning. Ouais, voilà, il y a un planning, mais même le planning, je vais vraiment consulter mon intuition pour savoir quand je prends un rendez-vous avec quelqu'un, est-ce que je le prends ce lundi, le mardi, le mercredi, et je ressens dans mon corps en fait quelle est la date juste. Il n'y a pas de raison rationnelle pour le mettre le mardi plutôt que le lundi, mais si je ressens une vibration dans mon corps qui me dit c'est mardi, peu importe ce qui va se passer, c'est mardi. Après, je vois, ah tiens, c'est la veille de la pleine lune. Bon, bah, peut-être que c'est ça la raison, mais peut-être pas, en fait. Peut-être que c'est autre chose. Et en général, ça fonctionne super bien. Donc, en fait, j'utilise beaucoup plus mon intuition. Donc, ça, c'est quelque chose de très différent, du coup, par rapport à avant, mais ça montre un peu comment j'apprends. C'est comme si je dois accepter de plus fonctionner du tout comme, on va dire, on m'a formé à fonctionner à l'éducation nationale ou dans le monde moderne, et d'accepter qu'en fait, ça marche super bien pour moi. Et donc, j'ai un peu l'impression d'être un pionnier, mais sans réellement en être un, parce que j'ai l'impression que ça fait des milliers d'années, notamment en Orient, que les gens fonctionnent plus dans ce mode-là, et que finalement c'est très récent qu'on a un fonctionnement extrêmement rationalisé, logique, mais parfois complètement déconnecté de la vie. Et donc voilà, c'est un sentiment assez étrange d'être à la fois un pionnier et en même temps de redécouvrir des choses qui sont en fait là depuis des millénaires, voire plus loin. Et donc ouais, cette sensation d'être un peu un bébé en fait, de redécouvrir tout à zéro. Après, ça reste, moi, justement, cette sensation de souffrance-là, ça reste une énorme motivation pour moi pour créer le Centre Nectar avec Geoffrey et Shrimanta, parce que justement, je me dis que par nos partages d'expérience, et là, ce qu'on est en train de faire dans le webinaire, bah, ça permet peut-être à ce que vous ayez aussi des partages, des résonances, des choses où vous vous dites, bah, tiens, ça, je m'y retrouve, ça, je suis pas d'accord, ça, peut-être que ça m'apportera plus tard, euh, ou pas. Ou peut-être que j'ai des choses à leur partager qui pourraient les aider. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a besoin finalement que ceux qui pratiquent ce type de choses où vraiment on va petit à petit enlever les couches que l'on n'est pas, et petit à petit découvrir qui l'on est réellement, bah, ça peut être intéressant d'avoir d'autres gens qui marchent un peu à côté, et des accompagnants, qui n'est pas forcément une posture descendante de moi je sais, mais qui est une posture plus de voilà, je te partage mon expérience, mon vécu, ce que j'incarne, mes enjeux, mes forces. Et puis, je t'invite à faire de même avec moi. Et si j'ai pu t'être utile, c'est génial, quoi. Et donc, voilà, c'est ce qu'on fait aussi au Centre Nectar à travers le coaching, l'Ayurveda et le yoga. C'est finalement ça, c'est parler de notre expérience, communiquer, et en même temps être ouvert à l'apport de chacun, en fait, dans cette démarche. Donc voilà, Joe, si tu veux partager, toi, deux choses qui t'ont surpris, une positivement et une de façon négative ou moins agréable, c'est peut-être intéressant. Quand tu dis celle qui m'a surpris positivement, pas relié au travail, tu veux Si tu peux, ouais. Ok. Comme quand on a préparé notre live, on est à l'intuition. C'est ça. Pas besoin. Bah, moi, ce qui m'a surpris positivement, ça va être
Ouais, au boulot, ça va être assez compliqué. Comme je vous dis que moi, au boulot, le yoga m'a fait quitter mon travail. Donc, du coup, j'ai rien retrouvé après ça, à part, en fait, c'est quand la création de Centre Nectar, j'étais persuadé que je ne ferais, ouais, que enseigner le yoga et l'ayurveda. Et je ne savais pas le coaching, mais c'est venu à sa marque. Donc, qu'est-ce qui m'a, moi, je vais parler plutôt dans mes relations, en fait, on va dire, en tant que patron, ça a toujours été difficile pour moi, parce que je suis quelqu'un qui donne beaucoup et qui fait attention à ce que tout le monde aille bien. Et je me suis rendu compte que c'est pas toujours évident de faire à ce que tout le monde aille bien, mais sans aller leur dire les choses, en fait, sans aller leur dire les choses, soit pour les responsabiliser, soit par peur de faire mal. Et du coup, bah, j'en faisais 2 fois trop. J'en faisais bah, pas 2 fois trop, en fait, même 15 fois trop par le nombre de personnes que je devais gérer. Et du coup, bah, ça, c'est quelque chose qui m'a surpris énormément bah, grâce au yoga et aussi bah, grâce à l'équipe que j'ai. Et bah, je peux être 100% qui je suis à tout moment et être dans une authenticité à 100% en fait, que ce soit avec Marc ou Shrimanta. En fait, ça, je le vois pas comme ça, ou ça, je pense qu'il faudrait être comme, que ça soit fait comme ça. Et que du coup, bah, derrière, il y a seulement en fait, des échanges d'opinions et il n'y a jamais un moment où je ne dis pas quelque chose que je ne pense pas. En fait, j'ai vraiment, si je la sens qu'elle est pertinente et qu'il y a quelque chose qui est là. Et ça, en fait, ça fait une libération parce que déjà, si je l'ai au boulot, et ben, en fait, pour moi, d'avoir eu au boulot l'a fait que je l'ai retransmis dans toute ma vie, que ce soit dans toutes mes relations avec mes enfants, avec ma femme, avec les co-villages dans lesquels je vis et qui m'aident aussi dans cette dimension-là. Bah, pour moi, ça a été un bon jet, en fait, l'authenticité. Parce que j'avais ouais, tendance à plus donner que recevoir. Et du coup, bah, je trouve l'équilibre dans ma vie de tous les jours à donner parce que j'ai envie de donner, en fait, et pas donner parce qu'il faut donner pour faire plaisir à l'autre. Et ça, je fais plus. Ça, je fais plus, en fait. Je suis authentique et je vois que ça me fait énormément de bien. Je travaille moins, en fait, à un endroit, du coup, et c'est tout aussi efficace. Et ça permet de garder, en fait, ton énergie là où elle doit être envoyée, là où elle doit être donnée. Et quand tu gardes des choses à l'intérieur de toi qui ne sont pas dites à une personne, et ben en fait, ça te prend énormément d'énergie et ça te prend de l'énergie bah, tout le temps. En fait, parfois, ça va te réveiller en plein sommeil, ça va te réveiller à plein d'endroits. En fait, si tu dis pas les choses, ça libère pas d'espace pour d'autres choses et, et que c'est des choses futiles en fait. C'est des choses à voir parfois futiles pour ceux qui ont lu les accords Toltec ou des choses comme ça. C'est un super livre à lire. Ça m'a aussi aidé là-dedans. Donc moi, je pense que c'est l'aspect le plus positif pour moi. Ça m'a fait gagner en authenticité tout le temps. Ne pas avoir peur de blesser l'autre, en tout cas. Juste dire authentiquement ce qu'on veut. Et dans les points négatifs, hmm, liés au boulot, ça va être compliqué. Je vais peut-être pas en trouver un lié au boulot. Donc je vais peut-être, puis il y en a un qui va, si je suis vachement authentique, il y en a peut-être un qui va faire, qui va faire peur. Euh, euh, ouais, dans la négativité, ça va être compliqué à trouver un par rapport au boulot. Hmm. Ça peut être juste une surprise, pas forcément agréable, mais que tu vois que tu n'identifies pas forcément comme négatif. Mais je sais pas, par exemple, la frustration parfois au niveau des temps de pratique. Je sais pas si ça te parlerait ou. Ouais, c'est pas forcément du coup lié au Ouais, boulot, mais ouais, je ouais, peux en avoir de frustrations dans lesquelles je suis passé avec bah, cet engagement qu'on a quand on commence la pratique ou qu'on va à fond dedans et qu'on a besoin de plus de temps pour pratiquer. Et du coup, bah, je l'ai eu une période, ça, quand j'étais encore en entreprise et que plus je voulais pratiquer, et plus c'était pas possible par rapport au temps et plein de choses et que j'ai accommodé mon emploi du temps pour pouvoir le faire. Ou sinon, j'avais mes enfants qui se réveillaient, et qui venaient me voir, et du coup, bah, ça met de la frustration, t'es en pleine pratique, c'est ton temps pour toi, ils arrivent à ce moment-là, et, et bah, t'accueilles pas forcément ça en plus forcément bien, parce que tu dis que c'est ton temps. Et de le voir complètement à l'inverse, et qu'ils sont tout petits, ils sont tout jeunes, et qu'en fait, c'est ta pratique, c'est une autre forme de pratique, et c'est à toi de le voir, en fait, qu'est-ce que tu appelles la pratique, est-ce que la pratique, c'est seulement ce qu'on vient de t'apprendre avec sur les RIA ou autre, ou est-ce que aussi ta pratique, c'est la dévotion, et là, en fait, tes enfants que tu as décidé de mettre au monde consciemment ou inconsciemment, et ils sont là, et il faut en prendre soin.
Et du coup, bah, c'est une énorme pratique de les accueillir, de leur donner de l'amour, parce que plutôt que leur dire non, mais là, je n'ai pas le temps, j'ai besoin de faire ça, et d'être dans une... ça va pas marcher. En fait, ils vont se fermer, ils vont mettre des barrières, et tu n'arriveras pas à leur faire comprendre quoi que ce soit. Et d'être dans la dévotion de qu'est-ce qu'ils ont besoin à ce moment-là, et de leur donner de l'amour, et de comprendre ce qu'ils ont besoin. Et toi, après, de trouver un temps, mais pas à ce moment-là, d'être vulnérable à un autre moment et de dire, bah, en fait, les filles, j'y arrive pas, je suis vraiment fatigué, j'arrive pas à gérer le boulot et vous, et j'ai besoin de pratiquer. Qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que j'y arrive? Et ça a tout changé. Ça a tout changé parce que bah, les filles, quand elles se levaient, surtout Lily, elle vient dans la chambre de pratique, je lui ai mis un petit tapis, et elle se pose là. Elle sait que je suis là, elle vient s'y mettre, elle se pose à côté du tapis et elle me laisse pratiquer. Et du coup, bah, j'ai géré dans une dévotion une frustration qui fait que j'arrive à pratiquer et elles se mettent là-bas et, euh, et d'avoir anticipé qu'est-ce qu'elles ont besoin en fait. Concrètement, quand elles se lèvent, elles ont besoin d'eau, elles ont besoin de ceci. Donc il y a le petit tapis, il y a l'eau, il y a le petit déjeuner qui est mis là et en fait elles peuvent tout faire. Et au bout d'un moment, elle fait non, 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 elle me parle, je réponds pas et elle continue après aller voir sa grande sœur. Et en fait, bah, à travers ça, parce que là je vais vous faire un, un short, hein, mais j'ai mis 4 à 5 mois à conscientiser comment je pouvais mettre tout ça en place. Mais ouais, j'ai travaillé grâce au yoga, ma frustration, et ne pas dire que c'est la faute ni de mes filles, ni de ma situation, ni du patron, ni quoi que ce soit. Comment j'arrive à mettre tout ça en place pour pouvoir pratiquer. Et du coup, bah, j'ai réussi à passer de 30 minutes de pratique à des heures sans aucun problème. Bah, c'est plus difficile quand elles sont malades, mais c'est aussi OK. Là, par exemple, je pourrais avoir une frustration qui est là en ce moment et que j'ai pas. Je me prépare pour un programme où je vais en Inde que j'attends depuis très longtemps et je peux pas pratiquer en ce moment, alors que je pratiquais entre 3 et 5 heures par jour. Et en ce moment, je n'y arrive pas parce que ma fille est très malade, ma femme n'est pas là. Et ma fille veut être collée à moi jusqu'à me respirer dans ma bouche, à me rendre malade et à me donner tous ces microbes. Et en fait, j'accueille tout parce que je suis là pour elle, en fait, avant tout. Et c'est un choix que, c'est un, ouais, c'est une dévotion que tu dois donner à l'autre jusqu'à. Et en fait, bah, je sais que pendant le programme, je vais avoir des moments comme ça où ça va être super dur et je vais en prendre plein et tu vas avoir envie de lâcher, tu vas avoir plus envie d'être là. Et en fait, bah, il va falloir être là. Il va falloir que tu restes là, il va falloir avoir de la confiance, il va falloir être dévoué. Et du coup, bah, en fait, ça fait partie de ma pratique. Je ne suis pas en train de pratiquer là, je pratique autre chose. Et, euh, et je suis OK avec ça. Je suis OK de ne pas pratiquer aujourd'hui. Donc, dans la négativité, je retrouve encore en fait un apprentissage. Et pour moi, c'est aussi ça. C'est dans chaque chose négative, d'aller puiser, d'aller puiser une force là-dedans. En fait, qu'est-ce que tu peux transformer? C'est de prendre cette énergie négative et de la transformer. En fait, on peut tout transformer. Mhm. Hmm. Voilà, j'ai dit. Merci. Trop bien. Bah, écoutez, je vous propose du coup qu'on passe à la phase numéro 2 où on va pouvoir, vous allez pouvoir vous exprimer si vous avez des questions par rapport aux impacts du yoga sur la vie professionnelle. On reste quand même principalement dans ce thème-là. Et puis, si vous avez des partages aussi que vous avez envie de faire, c'est l'opportunité. Ce que je vous invite à faire quand vous voulez prendre la parole, c'est dans le chat de mettre un petit P, la lettre P. Et comme ça, je sais que vous avez envie de prendre la parole. Et après, je ferai dans l'ordre, je donnerai la parole en fonction de voilà, la première personne qui a mis la lettre P et puis en continuant. Et on a eu un message de Shrimanta qui nous a dit qu'il ferait un message audio. Et donc, lorsqu'on vous partagera le lien vers le webinaire enregistré, on rajoutera ce qu'a partagé Shrimanta pour que vous puissiez écouter ce qu'il a à dire si ça vous intéresse sur les impacts dans sa vie professionnelle du yoga. Et ce qui est intéressant avec Shrimanta, c'est qu'il y a le double effet. À la fois, il pratique le yoga, mais en plus, il enseigne le yoga. Donc, sa vie professionnelle, c'est en résonance avec la pratique. Encore de façon plus évidente que nous, quelque part. Mhm. Alors, Mathias, tu peux t'exprimer en premier, vu que tu as mis un P dans le chat. Je ne sais pas si tu as... Normalement, tu dois pouvoir remettre ton micro tout seul, je pense. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Parfait. Si tu veux mettre ta caméra aussi, n'hésite pas. Euh,
Ouais, il faut que je fasse, alors. Super. Salut. Je suis dans ma chambre, donc, ok. Ben oui, bonjour à tous. Moi, c'est Charles Mathias. Et donc, concernant le yoga, ça m'a apporté beaucoup de choses. Déjà, davantage de discipline, déjà dans ce que je faisais. Euh, et comme je crois l'un d'entre vous l'a dit aussi, ben, c'est de se réveiller tôt. Au début, c'était très difficile parce que je suis allé à l'ashram en Inde et tout ça. Et donc, on était obligé, en fait, de se réveiller à 5 heures ou un peu même plus tôt. Ils nous réveillaient avec des prophètes et tout ça. Et, et des, des plats en Dubaï et tout ça. Donc, c'était un peu chaud euh, pendant 1, 2 semaines. Mais après, ça va, ça va. Et même la position aussi du lotus et tout, c'était très compliqué au début, extrêmement compliqué. Mais avec le temps, ça allait beaucoup mieux. Et j'ai senti aussi que dans ma tête, en fait, ça commençait à être plus fluide. C'est là, en fait, j'ai senti que les choses devenaient plus fluides et je prenais beaucoup plus de recul par rapport à ce qu'on allait me dire ou ce que j'allais percevoir. J'allais plus être trop dans la réactivité et j'en voulais de moins en moins, en fait, aussi aux autres. Euh, donc, principalement, c'est ça. La, la nourriture aussi, mais ça s'est beaucoup amélioré. Ma manière de m'alimenter, de m'alimenter, c'est beaucoup amélioré. J'ai eu des sessions aussi de home, genre, faire le home et tout ça pendant un bon moment. Et ça m'a beaucoup apaisé l'esprit aussi. Parce qu'à un moment, on va dire, je pense que j'étais très sensible, donc j'entendais plein de choses et tout ça, j'étais pas trop centré. Mais donc ça contribue à me recentrer et c'est un nettoyage en profondeur. Donc là, je suis heureux, toujours de continuer et je peux dire que c'est bon, je vois déjà les bénéfices dans ma vie, mais aussi avec les personnes que je côtoie. Et oui, ça m'arrive quand même d'échanger avec des personnes, de les aider un peu aussi de ce côté-là et côté bien-être. Donc voilà. Hmm. Bah, écoute, merci beaucoup du partage. Trop bien. Mhm. Ouais. Euh, Laura, si tu veux prendre la parole. Voilà, vous m'entendez? Très bien. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Je merci déjà pour vos partages. Je suis venue ici justement pour aussi entendre et partager parce que je ne savais pas particulièrement à quoi m'attendre. Et je ne sais pas exactement, enfin, bon, la thématique, c'est le travail, donc je vais essayer plutôt de m'axer là-dessus parce que sinon, je pourrais parler pendant des heures, tellement c'est passionnant et que ça, le yoga, c'est la vie, en fait, qui s'est intégrée. Voilà. C'est comme disait Geoffrey, c'est-à-dire que, ou toi, Marc, je sais plus, pardon, si c'est l'un ou l'autre, ou les deux qui l'ont dit dans deux façons différentes, que, que c'est une priorité devant n'importe quoi, même si on peut avoir des enfants aussi et que ça fait partie de la sadhana complètement. Et ça, j'entends complètement Geoffrey parce que j'ai un petit garçon de 3 ans et demi. Euh, mais en tout cas, lié à l'emploi, je vais partager là-dessus. Moi, j'ai commencé les pratiques en janvier.
Aujourd'hui, je pratique les 3 de Angamardana, Bhuta Shuddhi avant et Shambhavi pour finir. Et voilà, je l'ai appris progressivement, mais assez vite dans l'année finalement. Et, euh, et en fait, moi, j'ai toujours été entrepreneur, à l'inverse de toi, Marc, ou en freelance, parce que j'avais une mère scientifique. Bon, j'ai perdu mon père très tôt, mais il travaillait beaucoup. Et ma mère était directrice de recherche en biologie végétale. Et c'est quelque chose que j'ai fui d'emblée, tellement elle travaillait et que je ne la voyais pas parce que ça représentait du lundi au dimanche pendant des années avec des voyages à l'étranger innombrables. Et donc, c'était rédhibitoire pour moi le travail en soi, alors que j'adore travailler et apprendre. Vraiment, j'adore ça. Et donc, du coup, j'ai toujours été entrepreneur, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements de vie, un karma très, très lourd, très costaud ces dernières années, que j'ai été amenée à nettoyer. Et donc, ça a créé des instabilités au niveau de l'entrepreneuriat. Et en fait, en faisant les pratiques, au bout de quelques mois, donc c'est Paul Emmanuel qui m'a formée, puisque moi je suis de Toulouse et il est plutôt par là. Et du coup, c'est grâce à ça que j'ai réussi à prendre les fonctions d'un travail alimentaire en tant que salariée. Et j'en suis très heureuse en fait, parce que je fais une sorte de sadhana et d'apprentissage aussi là-bas pour apprendre ben, à travailler en communauté en fait, parce qu'en plus je suis dans un open space où on est plus de 80, enfin, c'est quelque chose d'assez énorme, avec tout un tas de supérieurs, une hiérarchie, enfin que des trucs avec lesquels j'ai jamais pu coller. Et cette pratique m'accompagne là-dedans. Et parfois, il y a des personnes qui viennent me voir, d'ailleurs, qui me demandent à propos du yoga, parce qu'ils voient qu'il y a une certaine stabilité, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. C'est vraiment de l'alimentaire en plus. Donc, on a vraiment des gens de partout et beaucoup de cités. C'est très multiculturel et je trouve ça génial aussi. Et du coup, il y a plein de questionnements là, mais il y a aussi des fois où je vais pas dire, je vais pas aller jusqu'à dire débordement émotionnel, mais c'est vrai que l'autorité, les choses comme ça, c'est des choses où j'ai du mal et où on a pu me remettre en question ou être en face de certaines choses. Et j'accueille ça. Et le yoga m'accompagne vraiment de façon formidable, formidable avec toute cette nouvelle approche. Et je sais que c'est qu'un moment, en fait, pour m'amener vers autre chose, mais c'est une expérience très, très utile parce que j'ai mon entreprise aussi à côté que je gère après le travail après le travail. J'ai aussi, ben, du coup, un petit garçon de 3 ans et demi que j'élève à garde partagée et donc alterner une semaine sur 2. Donc beaucoup, beaucoup de challenges. Et bon, c'est pas le travail, mais je voulais le dire parce que ma relation avec mon fils s'est transformée de façon absolument magique. Et, euh, et je suis très heureuse. Et puis en même temps de ça, j'ai fait l'acquisition d'une maison en début d'année, à peu près en même temps que j'ai commencé le yoga, où il n'y avait absolument rien, même pas de salle de bain ni rien, et je gère les travaux en même temps. Et donc, dans cette vie remplie, où se dire que 3 heures de yoga par jour, ben, il n'y aurait pas la place, mais en fait, si, elle y est, on a toujours envie d'en faire plus. Et voilà, c'est euh, c'est vraiment génial. Et après, tu parlais des points négatifs, moi, j'en vois pas beaucoup. Parce que même quand ça fait mal, en fait, je me réjouis du nettoyage qui est en train de se produire à l'intérieur. Donc, donc, je n'ai que de la gratitude pour ce que je vis. Et vous parliez de frustration. Moi, je crois que je suis une chercheuse pressée et j'ai toujours envie d'aller chercher plus loin et ouvrir encore plus tout ce qui est à l'intérieur et aller toucher ces choses-là.
Voilà, Mhm. c'est mon partage pour aujourd'hui. On peut bien Yes. choisi avec en Gamadana, je pense que c'est bien, ça t'accompagne bien dans, dans tous les challenges que tu as à faire et c'est la pratique qui te donne du rythme. En Gabardana? Ouais, ça te donne un rythme. Oui, oui. Alors c'est celle que je pratique depuis septembre. Donc elle est un peu nouvelle et elle n'est pas quotidienne, enfin elle est 2 fois par semaine. C'est bien. Mais toutes les autres sont bien là. Mhm. Parce que Yogasana en particulier a été d'une douceur et aussi au niveau de la conscience et tout ça. Et Surya Kriya aussi. C'est vraiment Surya Kriya, c'est la base, on va dire. Mhm. Je Trop pense cool. pour beaucoup. Ouais. Merci. C'est intéressant. J'avais envie de rebondir sur pas mal de points. Le premier, c'est ce que tu viens de dire, c'est en fonction des pratiques que tu mets en place, effectivement, les effets sur ta vie professionnelle, mais sur ta vie en général, sont différents. Et du coup, moi, j'avais noté, par exemple, par rapport à ma vie professionnelle, à un moment donné, j'accompagnais beaucoup de startups qui étaient dans un rythme très, très effréné. Donc, les gens marchaient très, très vite dans les bureaux. Et je me souviens, c'était à une époque où je faisais beaucoup de Surya Kriya, énormément de Surya Kriya, donc plusieurs heures. En fait, je faisais plein, plein de cycles. Donc, ça ressemble à la salutation au soleil pour ceux qui connaissent pas, mais apparemment, c'est l'ancêtre même. Donc, c'est assez puissant. Et en même temps, bah, je me disais, tiens, il marche plus vite que moi, j'ai un peu du mal à les suivre et tout. Tiens, je vais corser un peu plus mes pratiques. Je vais faire Anga Mardana et Surya Shakti, en plus de Surya Kriya. Donc, deux pratiques qui sont beaucoup plus cardio. Et du coup, j'étais trop fier parce qu'après, je voyais que c'était eux qui couraient derrière moi. Et c'est rigolo de voir comme les pratiques peuvent très vite, en fait, en fonction de ce qu'on fait le matin, peuvent très vite impacter différemment notre journée. Et c'est ça l'avantage d'avoir autant de pratiques, bah, comme toi, Laura. Tu peux vraiment choisir celle qui te correspond sur un moment donné et éventuellement aussi avoir une base. Enfin, moi, je fonctionne aussi beaucoup comme ça, une base. Enfin, sur Acria, par exemple, effectivement, je le fais tous les jours. Et quel que soit quelque part ce que j'ai à faire, je sais que c'est une base solide pour moi. Mais après, je peux faire varier, je peux rajouter du yogasana en fonction de certaines situations. Et puis ou d'autres pratiques. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose que je voulais partager aussi, c'est là où ça résonne aussi pour moi dans ma vie, c'est le fait d'avoir cette pratique quotidienne stable. En fait, moi, c'est vraiment ça qui m'a permis après d'avoir des activités au quotidien qui peuvent être hyper variées. Et j'ai l'impression que c'est très difficile d'avoir autant de flexibilité et autant d'aisance à jongler d'une activité à l'autre, d'un job à l'autre, de type de rencontre, de type. Tu parlais d'une certaine diversité sociale aussi dans ton environnement. Enfin, de pouvoir jongler avec autant de paramètres en fait, avec les enfants. Alors moi, j'ai pas d'enfants, mais avec l'appartement, etc. De pouvoir jongler avec tout ça. Moi, j'ai l'impression que la pratique aide énormément. C'est comme si ça fait un espèce de mât hyper solide sur lequel après on peut mettre une voile et quelque part peu importe le vent et peu importe les effets dans la voile, ça va le faire en fait. Moi, C'est c'est vrai. un peu comme ça que je le vis. Mm. Mm. Oui, je suis complètement d'accord. C'est assez fou. En plus, la fluidité duquel on peut passer d'une chose à l'autre et en fait en étant cool et que les choses s'organisent bien et assez naturellement en fait. Mais je voulais juste relever un truc sur Anga Mardana parce que ça fait peu de temps et c'est vrai que par contre, je le pratique pas tous les jours, mais par contre, en plus j'ai une certaine aisance peut-être parce que j'avais appris Yogasana avant pour le faire. Par contre, ça envoie du lourd du côté karma parce que ça fait sortir des beaux morceaux, je trouve. Voilà, je le partage comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un le pratique ici et qui pourrait témoigner par rapport à ses ressentis parce que je crois qu'ils sont très variés d'une personne à l'autre. Moi, je veux bien rebondir le temps qu'il n'y a pas de personnes dans le chat qui peuvent parler. Donc, remercier pour le partage. En tout cas, tu vibres, tu n'as pas besoin de beaucoup de mots. Et ouais, de mettre aussi un peu en avant ce qu'on propose au Centre Nectar, notamment au travers du parcours, pourquoi on a choisi l'apprentissage dans les parcours qu'on propose avec le Centre Nectar, l'apprentissage de toutes ces pratiques. N'est pas de les collectionner et de dire tiens, c'est bon, j'ai toute la palette et ça, je suis là-haut.
mais de comprendre que chaque pratique a son effet. On n'est pas là pour dire lequel, parce qu'on est encore en train de le découvrir. Et tu le découvres au bout de 3 mois, et puis ce que tu as découvert au bout de 5 mois, c'est de 6 mois, de 1 an, et de 2 ans, et de 5 ans, en fonction de la conscience et de l'intensité que tu y mets. Bah ouais, ça, le karma, ça peut être très tranquille, et puis d'un coup, t'en prends plein la vue. Et c'est de découvrir dans chaque pratique laquelle va aussi accompagner l'autre. En tout cas, moi, c'est surtout ça. Je vois que sur la Kriya Yogasana, j'arrive pas à les pratiquer séparément. J'ai besoin de les faire ensemble. En fait, il y a plein de choses qui sont... chacun a ses ressentis. C'est ça qu'on veut vraiment au Centre Nectar, accompagner ça. Et qu'on a travers ça aussi dans notre trio, qui est assez différent entre Marc et justement toi et moi dans nos manières de pratiquer, de ressentir et de vivre ça. Et que à quel point ils nous ont accompagnés dans le travail, mais dans notre vie de tous les jours aussi. Je vis dans un éco-village qui peut être challengeant en termes dans l'Ariège de points de vue, de différences, d'intensité, gérer les parents, les enfants, le boulot et tout ça. Et que du coup, ton corps intuitivement t'envoie vers certaines pratiques. Et de ce que tu as besoin, au rythme que tu as besoin, et que ça va changer en fait aussi au rythme de la vie. Moi, j'ai pratiqué comme un fou en Gamardana jusqu'à ce que tout mon corps me dise d'arrêter. Tout mon corps me dit mais arrête, arrête, ça suffit. T'as besoin de douceur, t'as besoin de stabilité, t'as besoin de discernement, t'as plein de choses comme ça, et être à l'écoute de ça jusqu'à ce que mon corps m'emmène vers d'autres pratiques. Et ça, c'est des choses qu'on accompagne grâce à Marc et grâce à Shrimanta. Et à la nourriture, comprendre qu'est-ce qui vient de notre cœur, qu'est-ce qui vient de l'intuition, qu'est-ce qui vient du mental, et de réussir à discerner en fait entre tout ça, et d'être à l'écoute de ça, pour pouvoir choisir ces pratiques, et montrer à quel point elles nous ont aidés. Et parfois, on a tendance à toujours regarder là-haut et à vouloir aller sur le chemin. Et de se dire, non, non, regarde, t'as déjà parcouru tout ça, en fait. T'as déjà fait tout ça, tu fais déjà tout ça bien. Et de se dire, ouais, c'est déjà bien, valider les acquis, et de se remémorer ensemble, là, comme les partages qu'on peut faire, des situations, à quel point ça nous a aidés, en fait, à passer ces situations-là, quoi. Mais, Gamardana, c'est pratique. C'est simple. Je voulais peut-être juste rebondir sur un autre point. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ton partage, que je trouve intéressant, c'est souvent derrière le mot job alimentaire, en tout cas moi j'associe beaucoup le manque de sens en fait. Et là, je trouvais ça chouette de voir qu'au contraire, en fait, toi, tu vois un sens et qui est super intéressant en plus de pouvoir amener cette richesse de vécu, la diversité aussi des gens que tu rencontres, et en même temps de vivre une expérience que tu n'as jamais vécue par rapport à l'autorité, par rapport au groupe, par rapport à même le cadre de travail. Et ça, pour moi, ça illustre encore plus effectivement cette notion que ce yoga vraiment nous amène à nous connecter au sens, et quelque part, peu importe le regard des autres ou de la société. Et du coup, ça permet aussi de se réapproprier certains mots. Et les jobs alimentaires, finalement, pourquoi ça n'aurait pas de sens quelque part? Bah si, en fait, ça peut en avoir, et ça, je trouve ça trop chouette à travers ton exemple. Et moi, certains mots comme l'intelligence ou comme l'attention ou le leadership même, je me suis amusé à me les réapproprier pour repartir vraiment de la racine du mot, et du coup de donner une définition radicale du mot racine, voilà, et de pouvoir avoir quelque chose où on redevient souverain en fait, où vraiment ça va repartir de l'expérience, ça va repartir de soi, et du coup ne pas se retrouver bloqué dans les injonctions du regard de l'autre. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de puissant parfois que le yoga permet, en tout cas chez moi, et que là j'entends chez toi. C'est une situation qui, dans un temps passé, aurait été difficile à vivre, voire difficile même à appréhender comme une opportunité. Là, au contraire, tu vois tout son potentiel, voire même tu l'as choisi, c'est toi qui l'as choisi consciemment en fait d'aller vers ça. Et après, par rapport à ce que tu partageais aussi sur le karma, c'est que des fois, effectivement, les pratiques ouvrent un champ, on pourrait dire, de karma, et donc il y a des choses qu'on va être amené à traverser. Donc il y a des textes de Sadhguru là-dessus, notamment que la pratique, ça vient accélérer le chemin spirituel, et donc parfois tu vas vivre en 2 mois ce que tu aurais vécu en 5 ans
en termes de souffrance et de, et de challenge. Et en même temps, bah, le fait de peut-être débarrasser de ça, bah, il y a une énorme liberté intérieure qui en résulte. Et du coup, bah, nous, c'est aussi quelque chose qu'on vit, c'est quelque chose aussi qu'on partage à travers le parcours notamment. Et je vois l'année dernière, Shrimanta et moi, on a fait Samyama, donc la dernière pratique qu'on peut apprendre chez Isha. Et donc, on était allé à l'ashram en Inde pour ça. Là, cette année, c'est Geoffrey. Mais ce qui montre qu'on est aussi en chemin, qu'on continue aussi à se former. Et puis, ça nous a fait traverser des sacrés trucs. Pour moi, ça a été assez puissant en fait en termes de remise en question, de faire sortir des peurs enfouies qui étaient à l'intérieur de moi et tout. Et en même temps, de se dire, waouh, en fait, à la fois, il y a le challenge qui vient, mais on a aussi la pratique, les instructions très claires qui sont là pour pouvoir nous permettre en fait, de passer à travers ce challenge et après de pouvoir en tirer le meilleur. Et là, je commence, après 6 mois ou 7 mois que c'est fini, Samyama, je commence à non seulement avoir le plaisir de pratiquer, mais en plus à avoir des bénéfices que j'aurais jamais pu imaginer avant. Et je ne sais même pas si je peux les exprimer en mots, en fait, tellement là, c'est d'un autre ordre pour moi en termes d'expérience. Du coup, ouais, vraiment, c'est chouette que tu aies cette conscience que, en fait, même s'il y a des points négatifs, entre guillemets, ou en tout cas des situations difficiles qui sortent, en vrai, c'est une énorme chance. C'est presque plus parfois une chance encore que le point positif. Oui, totalement. Donc, c'est cool que tu aies cette lucidité-là. La Mélodie dans le chat, Marc, qui a Yes, demandé la parole. carrément. Eh ben, merci Laura. Et du coup, bah, Mélodie, si tu veux prendre la parole pour des questions ou un partage ou des partages. Merci. Alors moi, j'ai plus envie de poser des questions parce que j'ai pas assez de recul, je trouve, sur ma pratique pour, même si on a déjà débriefé un peu avec Marc là, sur les effets de la retraite. J'ai suivi la retraite avec Marc, Geoffrey et Shrimanta là, en octobre, ce mois-ci. Je vous encourage vraiment à aller tester ce trio parce que je les trouve ultra complémentaires tous les trois et c'était vraiment un grand privilège d'être accompagné, d'être aussi bien accompagné. Et du coup, moi, ce qui m'interpelle dans vos partages, c'est le fait qu'on parle d'une pratique où il n'y a pas de mots, où c'est plutôt physique en apparence, vu de l'extérieur, physique, énergétique. Et en fait, vous parlez beaucoup de l'impact que ça a sur vos pensées, en fait, enfin, et sur et sur vos prises de décision aussi, des choses que moi j'associe plus souvent, enfin, ouais, personnellement, je sais pas, dans ma tête, je les associe plus à l'intellect, même si en vérité, j'essaye au maximum de prendre des décisions à partir de mes intuitions davantage. Mais du coup, voilà, sur l'impact que ça peut avoir psychologiquement aussi sur vous. Et du coup, j'aurais bien aimé savoir si vous avez une anecdote à partager de comment est-ce que c'était un moment précis, je sais pas, un moment que vous aviez senti un déclic pour prendre certaines décisions importantes par rapport à vos changements professionnels, ou est-ce que c'était quelque chose de plutôt progressif et que finalement ça s'est fait de manière plus ou moins fluide et sans que et peut-être que vous avez même conscientisé après que c'est le yoga qui vous avait aidé à faire ces changements-là. Voilà. Ah, c'était une bonne question. Alors, peut-être, je commencerai par la métaphore que tu as peut-être déjà entendue, mais que je trouve intéressante par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est bizarre, en tout cas sur le plan rationnel, de se dire, ouais, je travaille sur mon corps et ça va travailler sur mon mental. Moi, j'aimais bien je crois que c'est une vidéo de Sadhguru, il explique que la moelle épinière, ça peut être vu comme la tige d'une plante, en fait, d'une fleur. Et la racine le bas de la moelle épinière, ça serait du coup celle qui va être la tige qui va aller dans la terre, les racines. Et puis après, petit à petit, ça monte jusqu'au cerveau, en fait, qui est un peu la fleur quelque part. Et, et je trouve ça intéressant de voir qu'effectivement, si on veut prendre soin des fleurs, si on veut que les fleurs s'épanouissent, ce qui va être pertinent, ça va être de prendre soin du sol, en fait. C'est pas de tirer sur la tige ou d'essayer à tout prix de méditer sur le fait qu'il y ait des fleurs, mais c'est plus de prendre soin de la racine. Et j'ai l'impression que ce soit certaines étapes préparatoires, par exemple, du yoga, mais même certaines postures, etc., bah, ça va beaucoup travailler sur cette moelle épinière, sur cette tige, sur cette racine, sur ce terreau, sur ce sol, et quelque part, bah, ça va faire émerger des choses dans la fleur, dans le cerveau,
nouvelles. Et donc, notamment, ça va nous faire penser et vivre les pensées très différemment. Donc ça, moi, je trouve que c'est une métaphore que j'avais trouvée assez parlante pour voir ce lien entre le corps et le mental qui est un peu souvent, on va dire, distingué, même séparé par nos traditions judéo-chrétiennes. Et après, par rapport à ta question, moi, c'était plutôt quelque chose de progressif. J'ai l'impression que finalement, c'est comme si la pratique m'avait apporté cette possibilité en permanence d'adapter mon environnement à mes changements intérieurs. C'était très rarement une rupture instantanée, quoi. La rupture instantanée, ça venait plus après une initiation. Par exemple, l'initiation à Shambhavi ou l'initiation à Samyama. Ouais, quand je suis rentré, là, il y a eu des trucs, je me suis dit, oh putain, pardon. il y a, là, il y a vraiment un truc fort qui change chez moi. Donc, qu'est-ce qui se passe et comment ça va se manifester? J'étais vachement à l'écoute de qu'est-ce qui allait se passer dans ma vie de tous les jours. Et effectivement, là, il y a des choses radicales qui pouvaient changer, même intérieurement, dans mon rapport à moi-même, mon rapport au monde, le fait qu'on ne se reconnaisse pas forcément dans la glace. Enfin, il y a des effets un peu bizarres qu'on ne comprend pas toujours, mais qui ne sont pas très intéressants à partager parce que finalement, les mots ne sont pas, je trouve, peuvent ouvrir l'imaginaire et c'est difficile de coller à l'expérience. Et du coup, je trouve que c'est ça qui est puissant dans ce yoga, c'est quelque part, quand on voit la puissance que ça a dans notre vie, on peut complètement faire confiance que l'outil va avoir sa pertinence dans la vie de chacun. Ça va se manifester différemment et du coup, il n'y a pas besoin de partager vraiment notre expérience quand c'est un peu trop éloigné des mots quoi, et des concepts traditionnels. Et en même temps, voilà. Sinon, pour la pratique quotidienne, moi, justement, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, ce côté d'amplification constante, visible des points positifs, de plus en plus visible quand tu as appris à augmenter ta sensibilité et à porter ton attention sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et en même temps, ce n'est pas des ruptures trop drastiques, ce qui fait que tu peux t'adapter, ce qui fait que tu peux quand même assurer tes rendez-vous, que tu peux quand même assurer tes engagements. Que tu peux vivre en fait de façon appropriée dans le monde moderne. On va dire que tu peux garder ton côté entre guillemets bizarre ou différent en coulisses si tu le veux, quoi. Et donc voilà, je pense que ça, c'est quelque chose d'assez chouette, un privilège qui n'est pas là dans toutes les pratiques spirituelles, et notamment certaines pratiques que j'avais fait où j'avais vraiment l'impression que là, fallait que je m'isole, fallait que je parte dans les montagnes. Enfin voilà, j'ai eu des pratiques où vraiment je sentais que ça me faisait quitter la société. Là, je trouve que c'est une des forces du yoga de Isha, c'est que vraiment je me sens complètement compatible, voire encore plus capable qu'avant d'être dans la jungle de la société, dans les endroits les plus challengeants, sans que ça m'impacte autant qu'avant. Moi, je vais bien rebondir aussi dessus. Ouais, pour moi, c'est pas pour rien qu'on appelle l'estomac le deuxième cerveau et plein de choses. Pour moi, ça va passer beaucoup par la nourriture, du coup, forcément. Une anecdote, moi, j'ai fait ma première consultation en Ayurveda en train il y a maintenant des années, en train de mettre sur la table que je buvais 4 litres de bière par jour, que je fumais ça, que je mangeais ça. Et puis, quand on te donne simplement... en fait, si tu manges un peu de ci, un peu moins de ci, un peu moins de ça, tous tes pensées, ton stress, ton anxiété, ça va aller mieux. Tu sors de là, tu te dis, non, c'est pas juste possible que ça va marcher comme ça, en fait. Et tu dis c'est trop, en plus elle te le dit avec un accueil, avec un amour, elle te dit pas de tout enlever, elle te dit est-ce que tu peux, le rhum du soir, tu peux ne pas le prendre et le prendre le midi, tu vois, des trucs vachement dans l'accueil de qui tu es et de t'accompagner vers là, en fait. Et de te dire que ces petits changements vont impacter encore c'est assez récent, je crois qu'il n'y a même pas 50 ans, 100 ans, on disait même pas que ce qu'on mangeait avait un impact, en fait, sur notre cerveau, en fait, c'est assez récent. Que le corps est relié à ton état mental tout le temps. Et du coup, moi qui étais enfant très intuitif, l'intuitif, je l'ai perdu par ma façon de manger et par ma façon des exercices que je peux avoir au quotidien. Au lieu de faire de la danse, j'ai fait du rugby. Au lieu de faire du yoga, j'ai fait du tennis. Enfin, il y a plein de choses qui m'ont fait perdre beaucoup en fait en intuition et en perception. Au lieu de manger du tofu, je mangeais des hamburgers. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça qui ont fait que
c'est le brouillard, en fait. C'est toujours le brouillard. Mon mental, il est hyper actif. Il était 100% actif. Il avait jamais d'espace, en fait, ni pour se reposer, ni pour penser. Ce qui fait que, du coup, j'étais dans la compulsion dans mes activités, dans mes choix. Et j'étais jamais drivé par qui je suis profondément. Et quand j'ai allié une façon de manger et une pratique, ça a commencé à balayer. Et justement pour avoir un mental mais hyper sharp en fait, et pour pouvoir m'en servir et pas de, comme dans certains enseignements on peut entendre, de le mettre de côté. En fait, non, c'est d'être là à l'écoute et de se servir de lui au bon endroit, au bon moment. En fait, d'être vraiment d'être sharp à ce moment-là. J'ai besoin de lui pour pouvoir faire ça, ça, ça. Et oui, j'ai une intuition que là, je suis pas au bon endroit dans mon travail, dans mon lieu de vie, tout ça. Mais qui c'est qui va derrière va pouvoir ordonner toutes ces choses-là? On va l'allier tous ensemble. OK, pour ça, j'aurai besoin de faire ça, ça, ça. Est-ce que je vais quitter mon boulot demain? C'est pas possible. J'ai un enfant à nourrir, j'ai ceci à nourrir, j'ai ça à faire. OK, comment je fais ça petit à petit? Moi, je suis radical, mais c'est aussi mon côté nomade depuis 12 ans. J'ai peur de rien. Donc, encore plus quand j'ai eu le yoga, j'ai encore plus peur de rien. Mais il y a quand même eu des choses qui ont été faites progressivement et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir un mental qui est aussi là quand j'en ai besoin, en fait, et de pouvoir disséquer entre mes intuitions, mes besoins, je me fais un scan, en fait, tout le temps. J'essaye tout le temps, et à un moment, toutes les 3 heures, toutes les 4 heures, je ferme les yeux, et qu'est-ce que j'ai envie, et puis mentalement, j'essaie de réfléchir à 2, 3, est-ce que j'ai la place de faire tout ça? Ouais, ok, j'ai la place. Et j'y vais et ne pas laisser ouais, je laisse rien de côté. Pareil, et parfois ok, intuitivement j'ai envie d'aller faire ça, est-ce que ça va faire bien à mon corps, est-ce que lui il a envie de tout ça et tout ça, ok, cool, ça va répondre un peu à mes besoins. Ouais, donc je sens que ouais, la pratique vient énormément aider le mental, dont ceux qui ont fait champ de ma vie ou qui l'ont pas fait, je conseille. C'est fini. Est-ce que je peux dire un mot en réponse pour Mélodie? Carrément. Enfin, et pour tout le monde aussi, mais à sa question. Parce que ça m'a fait rebondir aussi ce que Geoffrey et Marc ont dit. Euh, Personnellement, moi, j'étais déjà dans un chemin de vie de nettoyage karmique. En fait, j'étais pas du tout en dormance, mais avec beaucoup de souffrance et toujours active. Et toujours, voilà, depuis 20 ans, d'être bon, j'ai 31 ans, d'être sur un chemin de aller vers le mieux-être, avec beaucoup, beaucoup d'étapes, évidemment, en 20 ans. Mais il y avait énormément de violence, de brutalité dans tout ce que je recevais et enchaîner ces choses-là. Et je trouve que la pratique du Hatha Yoga de Isha permet de... Et en plus, il le dit, hein, c'est-à-dire de surtout pas faire les choses brutalement, parce que déjà, ça peut être très dangereux de recevoir des choses extraordinaires et lumineuses et avec tout cet amour, parce que des fois, même il m'arrive de recevoir tellement d'amour que je suis là, waouh, c'est sûr que là c'est bien. Et il ne faudrait pas qu'il y en ait trop d'un coup et que notre cerveau ne capte pas. Donc, il y a ce Hatha Yoga qui apporte les choses progressivement, mais qui, pour moi, continue à me faire évoluer sur le nettoyage de mon chemin karmique, mais aussi avec beaucoup plus de douceur. Et c'est comme si ça avait arrondi les angles, quoi. Donc, vraiment, je pense que... Ah oui, je ne vois plus mes mélodies, du coup. Je ne sais pas si tu es encore connecté, mais Oui, oui. elle est encore connectée, ouais, Ah, carrément. d'accord. Donc voilà, c'était juste pour témoigner de ça que les choses se présentaient euh, progressivement, qu'elles étaient visibles en effet et, euh, et qu'elles étaient tout à fait gérables en fait au moment où on les accueille parce qu'aussi on est beaucoup plus près physiquement et mentalement parce que cette pratique nous l'offre. Voilà. Merci Laura pour le partage. En fait, j'ai vérifié, elle est plus connectée, mais elle pourrait Voilà. elle pourra écouter l'enregistrement. Ah d'accord. Alors, je vois qu'il nous reste 8 minutes. Est-ce qu'il y a
une autre personne qui souhaite partager ou une personne qui s'est déjà exprimée, voilà, n'hésitez pas à mettre un P dans le chat s'il y a un partage ou une question par rapport à ce thème de... Oui, Ouais, vas-y. oui. Mais c'est concernant, je crois que vous avait dit à un moment, enfin, les pratiques aussi, ça devient intuitif en fait. C'est intuitif. Et moi, personnellement, j'ai fait Surya Kriya, Angamardana, Shambhavi et tout. Mais j'avoue que maintenant, enfin là, actuellement, je n'en fais pas vraiment une de manière linéaire. Mais en fait, c'est très intuitif en fait. C'est vraiment très intuitif et je vois directement les résultats dans la vraie vie, dans la vie, tout ça. Et bon, par contre, ce que j'ai commencé à faire, c'est que depuis 3 mois, j'essaie quand même d'être régulier sur certaines pratiques via l'application de Sadhguru et tout. Voilà. Donc j'essaie quand même de me discipliner quand même sur ça parce que effectivement, quand euh, ben, les autres pratiques, il y a tout ça vraiment le linéaire, quand on le fait pas à un moment, on peut oublier vraiment les enchaînements. Donc voilà. Mais voilà, on oublie les enchaînements. Mais intuitivement, il y a des choses qui se débloquent naturellement. C'est, c'est ce que je voulais partager. Et, Mm. Merci beaucoup. Merci pour le partage. Quelqu'un d'autre qui souhaite ajouter quelque chose, une question en partage, toujours par rapport à ce thème de l'impact du yoga sur la vie professionnelle. Moi, je veux bien partager rapidement. Moi, l'impact que ça a sur ma vie professionnelle et que j'ai jamais eu auparavant. Toujours dans ce terme, par exemple, d'intuition, mental, de corps et toutes ces choses-là. Ma, je l'ai pas partagé à tout le monde et parfois je l'ai partagé une fois, je crois, sur notre Instagram. C'est que, par exemple, Shrimanta, Marc et moi, à chaque fois qu'on se réunit, on est pas souvent ensemble, on est à distance, mais chacune de nos réunions, on commence par un temps de centrage comme on vient de faire avec vous, qui peut être plus ou moins long, parfois plus long que ça. Là, il n'y a pas de cadre là-dessus, sur le temps que Marc sent pertinent à ce moment-là quand il l'anime. Et, euh, et ça, en fait, c'est ce que le gars a apporté dans mon travail, c'est que c'est hyper précieux. C'est on a un temps de réunion, on n'a pas forcément tous les mêmes sujets qu'on a envie de parler en priorité. On a certains sujets qui nous parlent. Et en fait, on se pose et on ferme les yeux, on s'écoute, on regarde dans quel état on est, dans quel état est le groupe. On n'a pas besoin d'être à côté les uns les autres pour se sentir. Et après, en fonction de ça, on se fait un tour d'humeur et de savoir comment on va, essayer de vraiment se sentir. Et on partage les sujets auxquels on a envie de parler. Et après, avec notre intelligence collective, on arrive à prioriser. Oui, ok, ça, on a besoin d'en parler là, maintenant. Et c'est hyper puissant. En fait, c'est hyper puissant, c'est hyper beau parce que, ouais, on arrive à tous exprimer qu'est-ce qu'on a envie et qu'est-ce qui est prioritaire. Et, euh, et ça, du coup, c'est super rare de pouvoir, il n'y a pas de pouvoir, en fait. Il n'y a pas de, c'est partagé. C'est partagé quel est l'intérêt, c'est au service du projet à chaque fois. Et ça, ça a un impact qu'a le yoga, en fait, sur notre collaboration du début à la fin. Et c'est ce qui fait que le projet avance et rayonne petit à petit. Parce qu'on est au service du projet et on est quand même à l'écoute. On est quand même à l'écoute de nous-mêmes et du rythme auquel on veut avancer. Et si on a un nous qui peut pas aller plus vite, qui peut pas faire ça ou qui a pas le temps, on s'est dit en fait, les gars, je suis à ma limite, je suis KO, j'y arrive pas, et j'ai besoin de vous, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de relais. Et du coup, ouais, le yoga encore une fois vient mettre ouais, beaucoup d'impact dans notre façon de travailler ou c'est devenu une façon de vivre en fait, même pas une façon de travailler quoi, c'est devenu une façon de vivre. Mhm. Mm. Euh, moi, j'ai une question. Euh, j'ai remarqué aussi que en communication non verbale, en fait, je suis
voilà, je suis quand même, enfin, j'ai remarqué que ça, je pense, enfin, que ça a des effets parce que je peux ne pas dire quelque chose, mais je vais sentir que l'autre, en fait, va percevoir un message. Et en fait, celui qui va me dire la chose, enfin, et c'est là, en fait, au fil du temps, je me suis rendu compte que je crois qu'il y a un lien avec le yoga aussi. Parce qu'il y a un enseignement de Sadhguru qui dit que d'essayer de, ce qu'on dit en une journée, d'essayer de réduire, en fait, de moitié, en fait, et de, si par exemple on fait une phrase, enfin, on veut énoncer une idée, voilà. On veut énoncer une idée. On peut utiliser, par exemple, je sais pas, 100 mots. Il dit d'essayer de réduire ça progressivement à 80 mots, puis à 60 mots, puis à 40 mots, de ça. Et c'est des choses que j'avais fait entre temps. Je vois que ça commence à payer parce que des fois, je ne peux ne pas parler, mais je sens que l'autre, en fait, perçoit quelque chose. C'est en fait, voilà. Donc, c'est assez intéressant et gratitude, hein, gratitude pour ça. Mhm. Ouais, c'est super parlant ce que tu dis. Effectivement, ces temps de centrage, c'est en 3 temps. C'est se connecter à soi d'abord, connecter au groupe et ensuite au projet commun. Donc, par exemple, le Centre Nectar, dans notre cas. Et au moment où on se connecte au groupe, on peut vraiment ressentir la présence de chacun en fonction de notre sensibilité. Ça va se manifester différemment et plus ou moins intensément. Mais effectivement, nous, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Et parfois, on se partage ce qu'on a ressenti les uns des autres. Et donc ça, c'est quelque chose de puissant. Petit à petit, de pouvoir être juste à l'écoute de l'énergie de la personne. Et moi, je me suis amusé, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, en boîte de nuit ou dans un moment où vous pouvez danser, de vous connecter à des personnes dans la salle, essayer de ressentir leur énergie et vous allez voir que votre corps naturellement va commencer à danser comme la personne et après vous pouvez quitter des yeux la personne, vous verrez que le corps continue à danser et parfois, donc moi dans mon cas par exemple, je vais vraiment faire exactement les mêmes mouvements que la personne alors que je ne la regarde plus. Et donc pour moi c'est vraiment impressionnant à quel point petit à petit en se nettoyant quelque part et en lâchant, on va dire, tous nos conditionnements, petit à petit, on commence à rentrer de plus en plus fortement en synchronie avec les personnes avec qui on se connecte. Et, euh, et du coup, il n'y a plus de filtre, en fait. On peut commencer à recevoir un peu leurs pensées, on peut recevoir voilà, leur posture, leurs gestes, leurs actions. Et donc, parfois, il n'y a plus vraiment besoin de parler, en fait. On a juste à se regarder. Et c'est vrai qu'avec Joe, ça arrive souvent. Et même avec Shrimanta aussi, je vois des fois dans les retraites, on n'a pas le temps de se parler. On arrive, je passe en cuisine, je vois Joe qui fait un truc, on se regarde, hop, je pars. Et on n'a pas forcément besoin de parler, on n'a pas forcément le temps de le faire. Mais en fait, c'est comme si on s'était dit plein de choses déjà. Et après, si on parle, c'est juste pour sortir des blagues ou quoi. Mais en fait, on sait, la plupart du temps, en fait, on sait déjà comment va l'autre, qu'est-ce qui se passe pour lui, qu'est-ce qui est en train de se jouer. Et donc, ouais, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment intéressant de vivre ça dans son expérience, d'être de plus en plus sensible. Et puis, la dernière chose, c'est la connexion au projet. Et moi, là, on l'a peu fait. Je vous ai juste dit, on se connecte au webinaire. Mais nous, on utilise ça pour se connecter au projet. Et ça permet d'être vraiment dans cette énergie de dévotion pour le projet où on est au service du projet et pas au service de notre ego, du besoin de reconnaissance, du besoin de se sentir aimé, du besoin d'être entouré. On est vraiment au service du projet, en fait. Et c'est qu'est-ce que le projet veut vivre à travers nous trois dans le trio. Et je trouve que du coup, on va avoir des pensées beaucoup plus alignées. Parce que c'est comme si on ne va pas penser d'abord à notre intérêt personnel qui peut diverger, en fait, les intérêts de Joe pour l'Ayurveda, pour avoir un temps autour de la nourriture. Avec les participants, c'est peut-être pas mes intérêts à moi pour avoir un temps avec les participants en tant que dans le coaching ou les intérêts de Shrimanta pour avoir du temps pour le yoga. Et puis après, il peut y avoir plein d'intérêts divergents dans des équipes en général. Et le fait de se relier au projet, c'est comme si parfois on va faire des choses qui peuvent sembler être un peu loin de notre intérêt personnel, mais en fait complètement relié au projet. Et inversement, il y a des moments où c'est les autres qui vont être un peu plus loin de leurs intérêts et ça ira plus dans notre sens à nous, mais ça sera toujours en lien avec le projet. Et là, pareil, je vous invite à explorer en tout cas, que ce soit sur votre projet de vie, que ce soit sur un projet particulier en lien avec votre travail, un projet très concret. Parfois, d'être à l'écoute du projet comme si c'était une personne à part entière qui était là devant vous et avec lequel vous vous reliez. Ça peut vous donner des intuitions très intéressantes que vous n'auriez peut-être pas eues si vous étiez juste allé en mode logique et rationnel dans cette démarche-là. Donc voilà, ça c'est les outils qu'on explore aussi dans les parcours, par exemple.
Mais voilà, ça paraît des outils anodins comme ça, de se connecter à soi, au groupe et au projet, de commencer par ça, mais en fait, c'est vraiment un outil puissant. Alors, je vois qu'il est 8 heures et que je vous avais dit qu'on arrêtait au bout d'une heure et demie, mais je vois aussi qu'il y a Mélodie qui propose de prendre la parole. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà pour ceux qui doivent partir à 8 heures, j'ai envie de vous remercier d'être venus. C'est toujours précieux d'avoir vos partages, votre écoute, vos questions. Nous, ça nous permet vraiment de cheminer. Donc, merci à vous tous. Et puis, pour ceux qui peuvent rester un peu plus longtemps, je propose de donner la parole à Mélodie et de voir comment on réagit à ça. Et puis après, on clôture au plus tard à 8h10, 15. Si ça te va, Joe, aussi. Ouais, de toute façon, moi, je savais qu'elle allait prendre la parole parce que c'est en fonction de ce que tu as dit. Je sais déjà où ça vient, donc ça répond à ce que disait faire de Mathias, où parfois, il n'y a pas besoin de mots pour savoir les choses. Merci. En fait, j'avais envie de partager, du coup, par rapport à ce que Charles Mathias disait par rapport au non-verbal. Ça m'aide aussi à mettre de la conscience sur le chemin que j'ai fait, moi, par rapport à ça. Pour le coup, c'est tellement flagrant. Et en fait, j'avais même pas forcément fait le lien direct de à quel point ça vient vraiment du yoga de Isha, quoi, en fait. Quand j'ai découvert les enseignements de Sadhguru, donc au départ, moi, je m'étais beaucoup intéressée à ses vidéos sur l'alimentation, sur son rapport à la nourriture, et j'ai commencé à manger en silence, tout le temps. Et en fait, ça, en silence, puis en plus, du coup, à s'y mettre de la conscience, à être assise par terre, etc. Et en fait, euh, c'est fou le rapport que enfin, ça a transformé mon rapport aux mots et à l'écoute. Moi, je suis artiste, donc j'ai un rapport à l'expression où je suis très à l'aise dans l'expression et où ça peut venir très facilement. Et où j'ai pu, moi, dans mon adolescence, prendre beaucoup de place avec les mots dans les conversations, par exemple. Et là, en fait, c'était fou. Ça a fait qu'à à peu près à la même période, j'ai rencontré mon compagnon, en fait, avec qui, du coup, j'ai vécu une relation complètement incroyable par rapport à tout ce que j'avais pu vivre avant, parce que il y avait beaucoup de place pour le silence partagé, euh, avec vraiment une connexion qui était énergétique et où il n'y avait pas besoin de mots, et où c'est tellement nourrissant. Et là, je fais un saut dans le temps, mais donc du coup, en octobre, quand je suis arrivée à la retraite, j'ai été extrêmement surprise de ma posture par rapport au groupe, euh, parce que, euh, parce que je peux avoir beaucoup de curiosité pour rencontrer les autres. Ça peut passer beaucoup par la conversation d'habitude, je dirais dans mes conditionnements de ce que je connais de moi. Et là, en fait, j'étais pas très bavarde, quoi. J'étais même beaucoup en retrait, beaucoup en observation, et à goûter juste la présence, finalement, des personnes autour de moi, et à sentir en même temps une grande connexion. En fait, c'est assez intriguant parce que finalement, moi, j'ai l'impression en une semaine juste, d'avoir créé un lien fort, en particulier du coup avec Marc, Geoffrey et Shrimanta, alors que on n'a pas eu beaucoup d'espace pour discuter et se raconter notre vie, en fait. Et ou même, c'est même pas forcément l'élan que j'avais à ce moment-là, quoi, quand on était ensemble. Et récemment, ça a un impact énorme pour le coup sur ma vie professionnelle. Je fais la boucle, le lien, parce que je parce que j'anime des stages en fait de chant, euh, et euh, j'ai récemment regardé les vidéos que Sadhguru a faites sur sa relation à l'art. Et j'en avais déjà vu une où il parle de l'expression justement et où il invite à plus développer la perception que l'expression de soi. Donc déjà, ça m'avait quand même vachement interpellée. Je me suis dit, ok, comment j'intègre ça dans mon travail? Parce que en fait, moi, j'accompagne des personnes à justement pouvoir se libérer aussi par l'art. Donc forcément, il y a une dimension expressive énorme. Et en fait,
Et en fait, du coup, il aborde aussi l'art dans l'idée de que ça puisse être une expression de quelque chose qui soit nourrissant pour les autres. C'est-à-dire, je n'étale pas ma souffrance et mon drame psychologique dans ce que j'exprime. Je me connecte à la vie, je reçois son cadeau, en fait, et je peux le partager, éventuellement avoir l'élan de le partager, du coup, par une expression artistique. Et là, c'est en train de complètement, mais vraiment, chambouler complètement mon travail et le discours que, du coup, mais c'est pas juste une histoire de discours, c'est que j'essaye de mettre des mots dessus en ce moment pour pouvoir donner une autre direction et expliquer aux gens ce que je suis en train de faire. Et que ça va et que c'est très, très différent, en fait. Ça me fait que j'ai une posture qui est complètement différente par rapport à la majorité des artistes ou des personnes qui vont animer des ateliers, des trucs style art-thérapie où on va être en mode venez exprimer toute votre souffrance, étaler, faire tout sortir, et puis ou dans l'écriture, pareil, je peux animer des ateliers d'écriture où les gens ils vont écrire leur drame psychologique à l'infini, ressasser, ils font une espèce de psychiatrie infinie où en fait je suis là, mais ça n'a tellement pas de sens en fait de déballer autant de mots là-dessus, et du coup c'est rajouter des couches. Euh, et donc, bah, en fait, ça en enlève, quoi. Voilà, donc ça enlève beaucoup, beaucoup de couches. Et là, en ce moment, je suis même en train, du coup, d'envisager de parler d'extase créative comme direction pour ce vers quoi j'ai envie d'accompagner les personnes. Et où, en fait, au final, l'acte créateur partirait d'une plus grande perception. Finalement, c'est le fait de créer plutôt que de me dire je vais créer pour exprimer quelque chose que j'ai envie d'exprimer. C'est euh, je vais me poser et développer mon attention en fait et porter mon attention sur ce qu'il y a autour de moi et sur la savourance de la vie pour pouvoir l'exprimer, le partager parce que ça fait sens de l'exprimer, que ça permet de l'intensifier même, de l'exprimer et de pouvoir du coup voilà, vivre. Donc du coup, merci parce que ça me fait aussi prendre la conscience du chemin, quoi, voilà, d'où c'est parti. Hmm. Ça me fait penser à une histoire, je conclurai là-dessus, moi. Mais je ne sais pas si je m'en souviens exactement parfaitement, mais ça m'évoque ça. En Chine, il y avait un empereur chinois qui voulait avoir le meilleur artiste peintre pour lui faire une représentation d'un bambou dans un paysage, etc. Et en fait, l'artiste lui a dit mais non, ça va être trop long, je pourrais pas vous le faire, ça va me prendre trop de temps et tout. Et l'empereur il insiste, il dit mais si, je veux vraiment que ce soit vous et tout, vous êtes le meilleur, machin. Et donc il fait bon, d'accord. Et donc il dit j'ai besoin de, je sais pas, 5 mois ou un truc énorme pour faire un bambou quoi dans un tableau. Et donc il dit ok, bon, l'empereur laisse faire. Et l'artiste il part, il vit sa vie et tout. Et il y a la peinture, elle reste devant l'empereur. Et l'empereur, il se dit, tous les jours, il attend que le peintre vienne commencer un peu, tu vois. Et en fait, il vient jamais, il vient jamais. Et le dernier jour, dernière heure qu'il avait, il arrive et hop, il fait un tout petit truc et hop. Bon, c'est magnifique, c'est un bambou et tout. Mais du coup, l'empereur lui dit, mais pourquoi tu l'as pas fait dès le début, en fait? Enfin, pourquoi j'attends 5 mois pour que tu fasses ce truc-là finalement, que tu fais en 30 minutes, même pas? Et en fait, l'artiste peintre, il lui dit, bah, parce qu'en fait, il commence à décrire en fait toute la procédure qu'il a pour se retrouver face au bambou et en fait devenir complètement le bambou en fait. Et, de s'imprégner tellement de ce qu'est le bambou, donc en fait il passe plusieurs mois face à un bambou et à porter toute son attention dessus en fait et à devenir le bambou. Et quand il est le bambou pleinement, et ben là il le dessine quoi. Et donc j'avais trouvé ça assez puissant et je trouve que ça résonne pas mal avec ce que tu partageais. Voilà, en tous les cas, bah, merci à toutes et à tous pour vos partages et vos questions. Et merci à Joe d'avoir joué le jeu. Voilà, on va envoyer l'enregistrement à Shrimanta pour qu'il puisse un peu écouter et apporter sa patte. Donc, on vous partagera aussi ces liens. Et puis, bah, je vous souhaite une super soirée. Si Joe, tu veux ajouter un mot, n'hésite pas pour conclure. Si t'en as envie. Ouais, non, juste vous remercier. Pour nous, c'est hyper précieux. C'est le développement d'un projet commun, en fait. C'est un développement du 60 hectares. C'est au-delà de nous, hein. Et comme Marc l'a dit, on met le projet en avant. C'est vraiment
créer une communauté, du coup, ça se passe par des échanges, des partages. Pour nous, on n'est pas dans la posture d'enseignant, on est dans cette posture d'expérience et on partage ce qu'on vit les uns avec les autres et on a à grandir. Et du coup, ces moments-là, c'est super précieux. Je suis très content d'avoir entendu tous vos partages authentiques aux uns aux autres. Et comme on est dans le thème, même ceux qui n'ont pas parlé, j'ai ressenti. J'ai ressenti, j'ai regardé. Et peut-être que ce sera une prochaine fois qu'il y aura des partages ou pas. Et tout est génial. Voilà, je vous souhaite une belle soirée à vous tous. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à À tous. bientôt. Si je retrouve l'histoire du bambou, je vous l'enverrai, mais je ne l'ai Ah pas en oui, tête. on veut bien. Ouais. Ça se trouve, c'était Super. pas un bambou, mais c'était un arbre. C'est pas Non, grave, ça. non, maintenant, tu peux pas. Faut changer l'histoire. Et si je la retrouve, je Super. n'hésiterai pas. Merci beaucoup. Bonne continuation à toutes et à tous. Et puis, on vous tient au jus. On partage Bonne soirée. l'enregistrement notamment. Bonne soirée à toutes et à tous. Ciao, ciao.